Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 1 de l'algèbre linéaire, donc tiré de Décrécom 2021, option scientifique. Alors, exercice 1, soit A, G et S, les matrices de M3 de R définies par les matrices suivantes. Vérifie que A à la puissance 3 égale moins 3A. Donc ceci est un calcul simple à faire. Alors, la question 1. Alors, quand vous calculez A carré, vous allez trouver A carré égale moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Et A à la puissance 3, c'est égal à 0, moins 3, 3, 3, 0, moins 3, moins 3, 3, 0. Donc, conclusion, A à la puissance 3, si on factorise par moins 3, alors il reste ici 0, et c'est 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0. Et ça, ce n'est rien d'autre que la matrice A. Là, on passe à montrant que le spectre de A, c'est égal à 0. Alors, on a P de x égale x à la puissance 3 plus 3x est un polynôme annihilateur de A. Donc, le spectre de A, ou bien les valeurs propres de A, les valeurs propres de A sont les racines, et pas toutes les racines, de P. Donc ce sont les racines de P, ce sont les éventuelles valeurs propres de A. Or, P de x égale 0 équivaut x à la puissance 3 plus 3x égale 0. Ceci équivaut à dire que x fois x carré plus 3 égale 0. Donc x égale 0. Donc le spectre de A est inclus dans l'ensemble des racines de ce polynôme annulateur. Alors, il faut montrer qu'effectivement, 0 est une valeur propre de A. Alors, soit on trouve, il faut trouver une valeur propre non nulle, pardon, un vecteur propre associé. Alors maintenant, si vous remarquez, alors vous avez deux méthodes au minimum. Alors, soit on remarque, donc normalement, il faut résoudre, pour montrer que 0 est effectivement valeur propre, il faut résoudre le système A, X, Y, Z, et montrer qu'elle admet une infinité de solutions. Ou bien, il suffit de trouver un vecteur non nul qui réalise cette égalité. Nous, si on cherche à résoudre cette matrice,
Alors ça va donner quoi? C'est moins y moins z. Alors la matrice A c'est quoi déjà? C'est y, pardon. Y moins z égale 0. X moins z égale 0. Moins x plus y égale 0. Donc finalement, on trouve quoi? X égale y et z égale y. Une infinité de solutions, donc ce système admet une infinité de solutions, donc 0 est bien valeur propre. Ou bien, pour y égale, si on choisit y égale 1, on a, alors x égale 1, y égale 1, est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 0. On a trouvé effectivement 0 est une valeur propre, donc le spectre de A est égal à 0. Ou bien, au lieu de ça, si on remarque que 1, 1, 1 est un vecteur propre, on peut ne pas faire ce calcul. Donc on peut répondre directement. Mais il faut faire attention, on a lambda, on va utiliser cette propriété, lambda appartenant au spectre de A équivaut à moins lambda fois l'identité. Ça c'est une autre méthode. Méthode 2 pour montrer que 0 est une valeur propre. Donc n'est pas inversible. Alors nous, on a quoi? On cherche à montrer que 0, normalement, appartient au spectre de A. Ça revient à montrer quoi? A moins 0 fois l'identité, c'est-à-dire A n'est pas inversible. Alors, A n'est pas inversible, pourquoi? On a A n'est pas inversible. Car sinon, si A est inversible, alors, en prenant l'égalité A à la puissance 3 et on la multiplie par égale moins 3A carré, et on l'a multiplié par A moins 1, ça donne que A carré égale moins 3 fois l'identité, c'est-à-dire moins 3, 0, 0, moins 3, 0, 0, 0, moins 3. Et vu le calcul qu'on a fait sur A au carré, ça c'est absurde. Absurde, car on a calculé A carré et on a montré que c'est égal à moins 2, 1, 1, 1, moins 2, il est évidemment absurde, 1, 1, moins 2. Voilà. Donc A n'est pas inversible, donc 0 appartient au spectre de, ce qui est absurde, donc A n'est pas inversible, 0 appartient au spectre de A. Ça c'est une méthode. Ou bien on peut montrer que A n'est pas inversible en calculant le rond, tout simplement. Si vous remarquez, méthode 3. Alors, si vous remarquez A par exemple égale combien c'est? Alors A c'était quoi? Alors, A c'est 0, 1, moins 1,
moins 1, 0, 1, 1 moins 1, 0. Alors si on cherche à calculer le rang, cette matrice est équivalente à quoi? Alors si on transforme la première ligne, reçoit, ça c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. La ligne 1 reçoit ligne 1 plus ligne 2 plus ligne 3. Alors ici, on trouve quoi? 0, 0, 0. Donc on a une ligne pleine de 0, donc forcément la matrice, le rang de la matrice est inférieur ou égal à 2. Donc le rang de A est inférieur ou égal à 2. Donc A n'est pas inversible. Voilà, c'est à vous de choisir la méthode qui vous plaît. Maintenant, on passe. Voilà, elle reste une question. La matrice A est-elle diagonalisable? Alors, si A est diagonalisable, alors, il existe une matrice inversible P telle que, alors, A égale P fois D, d'accord, une matrice diagonale, mais la diagonale, normalement, il est formé des valeurs propres, puisque le spectre s'est réduit à 0, donc les valeurs propres sont tous nulles. Fois P moins 1. Et bien sûr, ceci donne quoi? La matrice nulle, ce qui est absurde. Donc, A n'est pas diagonalisable. On passe maintenant à la question 2. Justifie que G et S sont diagonalisables et vérifie que SG fois GS sont égaux. Alors, les matrices G et S sont évidemment symétriques, à valeur réelle, à coefficient réel, pardon, donc elles sont diagonalisables. La question 2. On a S et G sont des matrices symétriques à coefficient réel, donc ils sont diagonalisables. Alors, on a S fois G. Alors, il faut faire attention. S fois G, c'est quoi? G est une matrice qui est pleine de 1. Donc, le produit, ce n'est rien d'autre que la somme des éléments, la somme des colonnes. 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Ici, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il suffit de faire la somme des colonnes. Et si on multiplie G par S, ça normalement c'est la somme des colonnes, comme ça, la somme comme ça. Alors, mais si on fait la somme comme ça, c'est toujours nul. 0, 0, 0. Donc c'est juste une remarque rapide pour calculer, mais vous normalement vous devez calculer, c'est important. Donc, SG égale GS. Donc S et G commutent. Alors maintenant, on admet que le spectre de S est égal à 0 racine de 3 moins racine de 3. Montrer que tout vecteur propre de S est aussi un vecteur propre de G. La question 3.
Alors, on a le spectre de S est égal à 0 racine de 3 moins racine de 3. Alors, soit x, y, z, un vecteur propre de S. Donc, il existe un lambda qui appartient au spectre, c'est-à-dire appartient à 0, racine de 3, moins racine de 3, tel que S fois x, y, z égale lambda fois x, y, z. Donc, on va dire, normalement, on va traiter cas par cas. Donc, si lambda égale 0, donc ce système devient quoi? On a S, x, y, z égale 0, 0, 0. Ceci équivaut à dire quoi? Alors, si on fait la multiplication de... Alors, S, déjà c'est quoi S? 1 moins 1, donc x moins y. Alors, l'autre c'est quoi? C'était... Alors, l'autre c'est moins x plus z égale 0. Et la dernière ligne c'est y moins z égale 0. Appliquons la méthode de Gauss. Ceci, ça donne quoi? Alors, la première ligne, ça c'est ligne 1. Alors, je vais continuer ici. Ça c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ici équivaut à dire quoi? Alors, ligne 1, c'est ligne de pivot. Ligne 2, c'est ligne 2 plus ligne 1. Et ligne 3, elle reste telle qu'il est. Ça donne quoi? Alors, x moins y égale 0. Alors, y moins y plus z égale 0. Ici, y moins z égale 0. Donc ici, on a la même équation. Donc il faut se débarrasser de cette équation. Donc il reste y égale z. Donc x égale y égale z. D'où le vecteur x, y, z s'écrit dans ce cas z, 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 qui est égal à z fois 1, 1, 1. Maintenant, on va vérifier que ce vecteur-là, qui s'écrit sous cette forme, est bien un vecteur propre de L, de G. Donc, G appliqué à x, y, z, c'est normalement z fois L appliqué à 1, 1, 1. Alors, L appliqué à 1, 1, 1, ça donne quoi? Donc, L appliqué à... Normalement, ça revient... Alors, devient le L, donc, pardon, c'est G. Donc, ça revient à sommer les colonnes de... Alors... Donc, ça donne quoi? Donc, il faut normalement sommer comme ça. Ça donne quoi? C'est 3, 3, 3. Donc, ça donne 3. Ici, le Z. Donc, fois Z. Fois 1, 1, 1. Donc, finalement, j'écris 3 fois Z, Z, Z. Autrement dit, c'est 3 x, y, z. Puisque normalement, z fois 1, 1, 1, c'est x, y, z. Donc,
x, y, z est un vecteur propre de G associé à la valeur propre lambda égale 3. Maintenant, on va faire de même pour les autres. Alors, si lambda égale racine de 3, alors le système devient quoi? Alors, le système devient... Alors, je reviens... Donc, c'est lambda égale 3. C'est lambda égale racine de 3, pardon, fois x, y, z. Ceci égale racine de 3 fois x, racine de 3 fois y, racine de 3 fois z. Donc, alors si on fait la somme de tout ça, on trouve racine de 3 fois x plus y plus z égale 0, puisque x moins x 0, y moins y 0, z moins z c'est 0, d'où x plus y plus z c'est égal à 0. Donc, G, la matrice G multipliée par x, y, z, normalement on trouve x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z, ça fait 0, 0, 0, donc c'est 0 fois x, y, z. D'où x, y, z est un vecteur propre de G, associé bien sûr à la valeur propre lambda égale 0. Mais ça ne nous intéresse pas. On va faire la même chose pour moins racine de 3. Donc ici c'était pour lambda égale racine de 3. Voilà, on associe. Maintenant, moins racine de 3. Il suffit de changer ici, mettre un moins. Ici ça donne moins. Ici il y a moins. Ici il y a moins. Ici il y a moins. Ça donne ça. Donc on vérifie de même que dans ce cas, x, y, z est un vecteur propre. Donc tout vecteur propre de S est un vecteur propre. Donc on a montré que ceci est vrai, quel que soit les vecteurs propres. Donc conclusion, tout vecteur propre de S est un vecteur propre de G. Alors on peut raisonner autrement, donc en général, autre méthode. Alors on a le spectre de S est égal à 0 moins racine de 3 racine de 3. On voit que la matrice est de taille 3, admet 3 valeurs propres. Donc tous les sous-espaces propres sont normalement sont simples, c'est-à-dire de dimension 1, engendrés par un seul vecteur. Donc, si x, y, z est un vecteur propre, donc il existe lambda
bien sûr à partir du spectre de S, tel que S de x, y, z égale lambda fois x, y, z. Alors on a, alors si on applique G, GS appliqué à x, y, z égale lambda G, x, y, z. Conclusion, S, G, x, y, z égale lambda G, x, y, z. Donc, conclusion à partir de là, d'où G de x, y, z appartient au spectre de S. Pardon. Appartient au espace propre, pardon, lambda S. Il faut faire attention, ce vecteur peut être nul, mais ça c'est un sous-espace vectoriel qui contient le vecteur nul. L'important que ce sous-espace vectoriel il est engendré par un seul vecteur. Donc, et bien sûr, il est engendré par bien sûr par x, y, z. Donc, c'est vec de x, y, z. D'où il existe un alpha dans R tel que g de x, y, z égale alpha de x, y, z. Ce qui veut dire que x, y est un, donc, x, y, z est un vecteur propre. Conclusion. Donc, x, y, z est un vecteur propre de G. On passe maintenant à la question 4. Alors, dans la question 4, on déduire qu'il existe une matrice P inversible, alors de M3. Alors, on ne cherche pas à déterminer la matrice P, telle que P-1 fois S fois, alors fois S fois P, et P-1 fois G fois P, ce sont des matrices diagonales. Alors, conclusion de l'exercice précédent, 4. Alors, on va écrire quoi? On a S et G sont diagonalisables. La question précédente. Sont diagonalisables. Et bien sûr, on a quoi? Notons. Alors, notons. Notons P, la matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres communs de S et G. Donc, il existe T' diagonale tel que, alors P-1 fois S fois P égale T, et P-1 fois G fois P égale D'. Alors on passe maintenant à la partie 2, étude des matrices magiques.
pour n supérieur ou égal 3, on dit qu'une matrice M de matrice carrée d'ordre n est magique quand les sommes des coefficients de chaque ligne et de chaque colonne et de chaque diagonale sont égales. Donc une matrice, par exemple, A, B, C, D est dite magique, c'est la somme de ces deux lignes égale la somme de ça, égale la somme des éléments diagonaux, c'est-à-dire la trace et l'autre diagonale. Maintenant, alors, si M a pour coefficient générique M indice IJ, pour tout I, on note L indice I de M, c'est la somme des lignes, de la IM ligne, et ça c'est la somme de la JM colonne, et ça c'est la somme, normalement ça c'est la trace de M, c'est la somme de la première colonne, et ça c'est la seconde diagonale, donc des deux, de la somme de deuxième diagonale. Une matrice magique, c'est pour n'importe quel IJ, LI de M égale C, le nombre de la somme des lignes égale somme des colonnes égale la trace de la matrice M égale la somme des secondes diagonales. Si M est une matrice magique, la valeur des sommes, donc la somme commune, est notée S de M. Appelée somme de la matrice M, on note E indice N, l'ensemble des matrices réelles magiques d'ordre N. On admet que E indice N, ainsi défini, est un sous-espace vectoriel de l'espace des matrices carrées. D'accord. Maintenant, la question 5. Montrer que L1 est une forme linéaire sur Mn de R. Alors, L1 est une forme linéaire. Question 5. Montrons que L1 est une forme linéaire sur une N de R. Alors, soit alpha un réel et A, G appartenant à Mn de R, et B, une matrice qui appartient à Mn de R. On a alpha A plus bêta, alpha A plus B, normalement c'est alpha AI plus BIG. Pour I bien sûr et G sont compris entre A et N. Le même ici. Donc, L1 de alpha A plus bêta plus B, pardon, ça c'est la somme de la première ligne. La somme de la première ligne, c'est la somme de G allant de 1 jusqu'à N de alpha A1G plus B1G. Propriété de la somme, A1G plus la somme de B1G. Pour G allant de 1 jusqu'à N, la même chose ici pour G allant de 1 jusqu'à N. Ceci égale alpha L1 de la matrice A, la somme de la première ligne de la matrice A, et ça c'est la somme de la première ligne de la matrice B. D'où L1 est une forme linéaire. Car L1 de M est à valeur dans R. Et bien sûr, c'est une application linéaire à valeur dans R. Maintenant, on admet que L indice I pour n'importe quel I de 2 jusqu'à N et G
de 1 jusqu'à n, que L, I, C, J, D1, DE et S sont bien des formes linéaires sur M2 de R. Alors la question 6, on note K indice N, l'ensemble des matrices de E, c'est-à-dire l'ensemble des matrices magiques de somme nulle. Donc c'est-à-dire, alors, montrer que K indice N, c'est un sous-espace vectoriel de N. Alors, question 6. Alors, K indice N, c'est normalement l'ensemble des matrices M qui sont dans E indice N, magique, telle que la somme de N est égale à 0. Alors, on peut montrer facilement, vu que S est une forme linéaire, que ça c'est un sous-espace vectoriel. Mais, donc bien sûr c'est facile, donc soit alpha M et N sont dans alpha réel, M et N sont dans Kn. On a S de alpha M plus N, c'est alpha S de N plus N. Mais ça, c'est alpha fois 0 plus S de N, c'est 0, égale 0. Donc, alpha M plus N appartenant à Kn. Donc, il faut faire attention. Ici, il faut montrer déjà que cette matrice est magique, mais on sait que ça, Kn est un sous-espace vectoriel. Alors, nous, on cherche quoi déjà? On cherche à montrer que K indice N est un sous-espace vectoriel. Alors, ça c'est alpha de M plus N. Il faut montrer que ce sont des matrices magiques déjà. Mais on a donné dans l'énoncé que cet espace est un sous-espace vectoriel. Donc, cette matrice est magique. Et comme la somme de cette matrice vaut 0, donc il est dans Kn. Ou bien, on va raisonner autrement. Méthode 2. Alors, on peut écrire, on a K indice N, ce n'est rien d'autre que l'espace Kn inter ker de S. Puisque S est une forme linéaire, ça c'est un sous-espace vectoriel. Et ça sous-espace vectoriel. Donc, Kn est un sous-espace vectoriel en tant que intersection de deux sous-espaces vectoriels. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question 7, soit M appartenant à E indice N, montrer que la M de T est aussi un élément de... Donc autrement dit, si M est magique, la transposée de M est aussi une matrice magique et calculer la somme de cette matrice magique. Alors, la question 7, montrant que si M est une matrice magique, alors M transposée est une matrice magique. Alors ici, donc on va calculer quoi? Donc soit M est une matrice magique, on a, alors, G fois M égale quoi? Normalement, G fois M, c'est... Alors, il faut faire attention lorsqu'on prend une matrice A, B, C, D, et on l'a multiplié par quoi? On l'a multiplié par G, c'est-à-dire 1, 1, 1. Donc, finalement, on trouve quoi? C'est A plus C, A plus C, B plus
D, P plus D. Et ça, elle représente quoi? A plus C, c'est la somme des colonnes. P plus D, c'est la somme des colonnes. Et comme normalement c'est cette matrice est magique, ceci égale S de c'est ça, c'est M, S de M, S de M, S de M, S de M. Si on factorise par S de M, ça donne G. Alors si on trouve ici S de M fois G, ça veut dire que la somme, alors ici normalement on sait que la somme égale S de M, donc ici c'est S de M fois G. Donc nous on cherche à montrer quoi? On cherche à montrer que la matrice M transposée est aussi magique, donc on doit trouver une égalité sous cette forme. Donc en passant à la transposée, ça donne M transposée fois G transposé égale S de M fois G transposé. Mais G est symétrique, donc ça c'est M transposé fois G égale S de M fois G. Donc lorsqu'on multiplie à droite la matrice M, ça veut dire que la somme des lignes égale S de M, toujours. Et bien sûr, on a aussi M de G fois S de M égale ça. Normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des lignes de la matrice M, c'est toujours égal S de M. Par passage à la transposée, ça donne G transposé fois M transposé égale S de M fois G transposé. Donc ça donne quoi? Ça donne G fois M transposé égale S de M fois G. Ça veut dire que toute la somme des colonnes de la matrice, M transposée, c'est toujours égal S de M. Maintenant, on a montré pour une matrice M que la somme des lignes et la somme des colonnes sont égaux à S de M. Maintenant, il reste à vérifier que les diagonales sont égaux à S de M aussi. Alors, maintenant, alors on a quoi? On a déjà D1 de M transposé, c'est la trace de M transposé, et on sait que la trace de M transposé, c'est la trace de M. Et ça, c'est quoi? C'est D1 de M qui est égal à S de M. Donc la somme, la trace de cette matrice est égale à S de M aussi. Donc, pour la deuxième diagonale, dm de m de transposé de m, normalement ça c'est quoi? Par définition, c'est la somme pour g allant normalement m transposé, c'est normalement le coefficient, c'est m gi. En appliquant la définition D2, ça donne la somme pour G allant de 1 jusqu'à N de MG, virgule, N moins G plus 1. Mais on sait que dans cette somme G est muette, on peut transformer le G en I. Donc c'est I égale 1 jusqu'à N de MI, N moins I plus 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que D2 de M, qui est égal à S de M. Donc, on a montré pour M que la somme des lignes égale la somme des colonnes, et on a montré que la somme de la diagonale de ça égale la somme des diagonales de ça, et tout ça c'est égal à S de M. Donc, M appartient à E plus N et la somme de M transposé, c'est égal à la somme de M.
Alors maintenant, on va passer à la question 8. Soit M appartient à E indice n, montrer qu'il existe un réel lambda tel que M moins lambda fois G appartenant à K indice n avec G égale 100. Alors ici, la question 8, soit M appartenant à E indice n. Supposons qu'il existe, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par analyse-synthèse, supposons qu'il existe un tel lambda tel que, alors, M moins lambda fois G appartient alors, K de n. Donc, la somme de n S de M moins lambda G égale 0. C'est-à-dire, vu que S est une forme linéaire, moins lambda S de G égale 0. Alors, ça c'est S de M, moins lambda fois N, puisque normalement la trace de G c'est N, égale 0. Donc, lambda égale S de M sur N. Maintenant, il faut vérifier bien que ce nombre, ça c'est l'analyse, maintenant la synthèse, il faut vérifier que ce nombre-là répond à la question. On a trace de M moins lambda G pour ce choix, c'est S de ça, égale S de M moins lambda S de G. Et bien sûr, ça c'est S de M, moins S de M lambda, c'est égal à ça. Sur N fois S de G, mais S de G c'est N, donc on trouve S de M, moins S de M est égal à 0. Alors par construction, lambda est unique. On va s'arrêter ici, on a montré bien. Le lambda qui répond à la question, le lambda, c'est la somme de la matrice M divisée par N, la taille de la matrice G. Maintenant, soit M appartient à E indice N, montrer que Wn qui formait la matrice colonne formée que de 1 est un vecteur propre de N, et préciser la valeur propre associée. Alors, on a quoi? La question 8. On a M fois W. Alors il faut faire attention, M est formé de 1. Donc M fois W, ça c'est rien d'autre que la somme de M. Puisque normalement ici, W c'est formé de 1. Donc le produit, ça fait la somme des lignes. C'est S de M jusqu'à S de M. Et ça donne quoi? C'est S de M, facteur de 1, 1, 1 jusqu'à la fin. Et ça, c'est S de M fois W. Donc, W est un vecteur propre, puisqu'il est non nul, de M, associé à la valeur propre lambda égale S de M. On passe maintenant à la question 9. Ah, ça c'est 9, pardon, c'est pas la question 8. On passe maintenant alors à la partie 3. Alors, dans la partie 3, on vous demande on va étudier le cas où n égale 3. Alors, le cas où n égale 3,
Vérifie que les matrices A et G et S définies dans la partie 1 sont magiques et déterminer leur somme. Alors, évidemment, partie 3. Question 10. Donc, on peut vérifier facilement que on a A fois G égale 0, 0, 0 égale 0L et G fois A égale 0 fois L aussi. Et on peut vérifier que, on peut remarquer donc E trace de A égale 0 et D2 de A égale 0. Donc, A appartient à E. Indice 3. Donc, de même, on montre que, alors, et bien sûr, la somme de M, c'est 3. C'est 0, pardon. Pour la matrice G, on a G au carré, G fois G, c'est égal à 3G. Donc, bien sûr, trace de G égale 3. Et la deuxième diagonale, ça c'est D1. Et D2 de G, si on fait la somme, c'est pour les éléments de G. La somme de la... Pour les éléments de G, si on fait la somme 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc D1, D2 de G égale 3. Donc, G appartient à E3 et la somme de G, c'est 3. Donc, de même, on montre que S, on a quoi? On a montré déjà d'après la question précédente, S fois G égale G fois S égale 0 fois L. Et bien sûr, si on regarde le S, la somme est D1 de S égale D2 de S égale 0. Donc, conclusion, S appartient à E indice 3 et la somme de S est égale à 0. Alors, on passe à la question suivante. La question 12. Montrer que pour toute M de M3, il existe M1 et M2 tel que M1 antisymétrique et M2 symétrique tel que on a ça. On explicitera notamment M1 et M2 en fonction de M. Alors, nous on sait quoi d'après le cours? On a dans l'espace des matrices M de R, normalement, c'est l'ensemble des matrices antisymétriques à position dans R, en somme directe avec Sn2, somme des matrices symétriques. Donc, pour tout M appartenant à M indice N de R, il existe M1 appartenant à A indice N de R, et bien sûr il existe alors un unique couple il existe des matrices uniques M1 et M2, M1 appartenant à A N de R, c'est-à-dire antisymétrique, et M2 symétrique, tel que M égale M1 plus M2.
Mais il faut faire attention, l'expression de 10 pardon 100, ce ne sont pas des sous-espaces vectoriels, plus M2. Alors, on a M transposé, c'est la transposée de M1, la linéarité de la transposée, ça fait moins M1. Ça, c'est symétrique, donc c'est M2. Donc, si on fait la somme, M2, ça sera 1 demi fois M plus M transposé. Et si on fait la différence, ça moins ça, M1 égale 1 demi fois M moins M transposé. Voilà, c'est ça l'expression de M1 et M2 en fonction de M. Alors, on passe maintenant, soit M une matrice dans K3, on écrit M égale M1 plus M2 selon la décomposition vue dans la question 11, montrer que M1 et M2 sont dans K3. Alors, dans K3, on a quoi? Donc ça c'est la question 12A. Alors, on a quoi? On a M1 pour M égale M1 plus M2 dans K3 et M1 normalement c'est 1 demi M moins 1 demi M transposé et M2 c'est 1 demi M moins 1 demi M transposé. Pardon, M2 c'est... Alors on a montré que M1 c'était moins, ça c'est plus. Or, M appartenant à K3, d'après une question précédente, M transposé appartient, c'est une matrice qui est magique déjà, et ici il faut vérifier quoi? La somme de M de T, c'est égal à S de M, mais S de M c'est 0. Conclusion, donc M de T appartient à K indice 3. Et comme K indice 3 est un sous-espace vectoriel, donc stable par les combinaisons linéaires. Donc 1 sur 2 M moins 1 demi M transposé appartient à K3 et 1 demi M plus 1 demi M transposé appartenant à K3 aussi. Donc M1 et M2 sont deux éléments de K indice 3. Alors, on passe maintenant à la question suivante. B. Montrer qu'il existe deux réels alpha et bêta tels que M1 égale alpha fois A et M2 égale bêta fois S. Ça, c'est la question 12B. Alors, on a M1 est antisymétrique. Donc, les éléments diagonaux sont tous nuls. Et bien sûr, les
éléments symétriques par rapport à la diagonale sont opposés. Donc, il existe A, B, C dans R, tel que M1 est égal à 0, A, B, ici c'est moins A, 0, moins B, moins C, ici c'est C, ici c'est 0. Alors, M1 appartient à E3, ceci équivaut à dire quoi? A plus B, la somme de cette ligne égale à la somme de cette colonne, moins A plus B, moins A plus C doit être égal à la somme de cette colonne, c'est moins A plus C, et bien sûr B plus C égale la somme de cette colonne. Et ceci, bien sûr, donc ça c'est 0, ça c'est 0. Donc, tout ça c'est égal à 0. Alors ici, ça c'est égal à 0, ça c'est 0, donc ça, on n'ajoute rien. Donc ceci donne quoi? Ceci donne que, après la résolution, que A plus B égale 0, moins A plus C égale 0, B plus C égale 0. En résolvant ce système linéaire, on montre que B égale moins C, et si on remplace ici B par moins C, alors moins B c'est A égale C. Et bien sûr, moins A plus C, c'est toujours vérifié. Donc, notre matrice M1, elle devient 0, moins C, 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 0, moins C, moins C, C, 0, c'est-à-dire, c'est C fois 0, 1, 1, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0. Pardon. Ici c'est 1, ici c'est 1, moins 1, 0. Et ça, c'est rien d'autre que C fois la matrice A. Donc alpha égale C. Il existe un alpha. Maintenant, on va passer voilà, il faut montrer qu'il existe un bêta tel que M2 égale bêta fois S maintenant. Alors, de même, M2 est une matrice symétrique. Donc, les éléments diagonaux, on n'a pas forcément qu'ils sont nuls, mais les éléments symétriques par rapport à la diagonale sont égaux. Donc, M2 est égal à une certaine matrice qui s'écrit sous la forme A, C, D, C, B, E, D, E. Et en tenant compte que la somme de cette matrice c'est S, est nulle, donc il faut normalement ici écrire moins A, moins B, pour que la somme, la trace soit nulle. Alors, car normalement la somme de M égale 0. Maintenant, M2, on va continuer, on n'a pas seulement ça. Alors M2 appartient à E3, magique. Ceci équivaut à dire quoi? A plus C plus D égale 0.
ça, A plus B plus C égale 0. Alors, pardon, A plus C plus D égale 0. C plus B plus E, tout ça égale 0, puisque la somme c'est 0. Donc ça donne C plus B plus E égale 0. Alors, D plus E moins A plus moins D égale 0. B plus 2D égale 0. Donc cette somme. Mais A plus C plus D, on a déjà ici. Donc ceci, après calcul, on montre que c'est égal à... Alors, pour C, c'est égal à moins A. E égale à A. B égale à D égale 0. Donc notre matrice M2 s'écrit donc A moins A, 0, moins A, 0, A, 0, A, moins A. Et bien sûr, si on factorise par A, c'est 1, moins 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, 1, moins 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que la matrice S. Donc M2 égale bêta fois S avec bien sûr bêta c'est A. Maintenant, on va passer à la question 13. En déduire une base de K indice 3. Puis montrer que AGS est une base de E indice 3. La question 13. Alors, on a bien sûr toute matrice. On a K indice 3 inclus dans vecteur de A et S. En effet, pour M appartient à K indice 3, il existe alpha et bêta d'après la question précédente, tel que, alors, M égale M1 plus M2, mais M1 égale alpha fois A plus bêta fois S. Donc M est une combinaison linéaire de A et S. Maintenant, il faut montrer la réciproque. On a quoi? Alors, il faut montrer que cet espace est inclus dans K3. Alors, on a A appartient à K indice 3. Normalement, c'est une matrice qui appartient à E3 et qui est de trace nulle. Et S, bien sûr, appartient à K indice 3. Donc, n'importe quelle combinaison linéaire de A et S appartient à K3 puisque K3 est un sous-espace vectoriel. Donc, vec 2, qui est l'ensemble des combinaisons linéaires de A et S, est inclus dans K3. Donc, K3, c'est égal à vec 2 A et S. Et comme A et S est libre, car A et S sont non collinéaires. Alors pourquoi A et S sont non collinéaires? Alors si on regarde ici, donc il n'existe aucun nombre qu'on multiplie par A pour récupérer cette matrice. Donc puisque ici j'ai 0 par exemple, et K multiplié par, alors c'est l'inverse, pardon. Il n'existe aucun K multiplié par S qui donne 1.
puisque normalement K multiplié par 0 ici, c'est toujours 0. Donc on ne retrouve jamais le 1 qui est là. Donc les deux matrices S et A sont non collinéaires. Donc AS est libre. Comme c'est déjà génératrice ici, et comme elle est génératrice, donc c'est une base de K3. On passe maintenant à la question suivante. Puis montrer que AGS est une base de E3. Alors, base de E3, pourquoi? Alors, on a déjà vu une propriété auparavant. Donc, il s'agit de cette propriété qui dit quoi? Si vous prenez n'importe quelle matrice dans E indice 3, il existe un lambda tel que M moins lambda appartient à K de N. Donc, on va utiliser cette propriété. La question ici, c'est la question... Alors, question 13, la suite. Alors, soit M appartenant donc, alors il existe un lambda dans R tel que la question qu'on a vue maintenant, tel que M moins lambda fois G appartient à K3. Et on sait que K3 c'est vecteur de A et S. Donc, il existe alpha et bêta des réels tels que M moins lambda G égale alpha A plus bêta fois S. C'est-à-dire M égale lambda fois G plus alpha fois A plus bêta fois S. Donc, alors, donc E3 de S est égal à vecteur de G. Donc normalement c'est inclus dans vecteur de G, A et S. Et comme G, A et S est inclus, appartient à E3, donc vecteur de AGS est inclus dans E3. Donc finalement, E indice 3, c'est vecteur AGS. Maintenant, il suffit de montrer, pour montrer que cette famille est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre. Alors, soit alpha 1, alpha 2, alpha 3, 3 réels, tels que alpha 1, donc il faut montrer quoi? Il faut montrer que cette famille AGS est libre. A plus alpha 2 fois G plus alpha 3 fois S égale la matrice nulle. Donc en introduisant la somme alpha 1 fois A plus alpha 2 fois G, qui est une forme linéaire, c'est égal à S de la matrice nulle. Donc ça donne quoi? Alpha fois S de A, alpha 1 fois S de A, plus alpha 2 fois S de G, plus alpha 3 fois S de S, égale 0. Alors, mais ça c'est quoi? Donc il reste quoi? Alors,
il faut faire attention, il reste juste, ça c'est 3, alpha 2, ça c'est 0, ça c'est 3, ça c'est 0, donc il reste ça égale 0, donc alpha 2 égale 0. Maintenant, cette égalité, il devient quoi? Il devient alpha 1 fois A plus alpha 3 fois S égale 0. Or, A, S est une base. On a montré déjà qu'il est libre, donc libre. Base bien sûr de... Donc directement on va écrire alpha 1 égale alpha 3 égale 0 car AS est libre. On a déjà montré ça. Donc AGS libre. Comme elle est génératrice, donc elle engendre l'espace. Donc comme elle est génératrice, donc c'est une base. C'est une base de E indice 3. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on note delta, c'est l'ensemble des matrices telles que M-1, matrice de E3, telles que M-1 fois M fois P soit diagonale, où P est la matrice trouvée dans la partie 1, montrer que delta égale vec de GS. Alors ça, c'est la question... Alors ça, c'est la question 14. On note, on a delta, c'est normalement l'ensemble des matrices M de E3 telles que P-1 fois N fois P est diagonale. Alors, on peut écrire aussi que ça, c'est l'ensemble des matrices E3 telles qu'il existe une matrice de diagonale telle que M fois P égale, alors, diagonale P fois D. On peut l'écrire comme ça. Alors, montrons que delta égale vec de... alors, delta égale vec de G et S. Alors, il faut montrer déjà delta est un sous-espace vectoriel. Donc, soit alpha appartenant à R et M et N, deux éléments de delta, c'est-à-dire M, il existe, pardon, donc c'est-à-dire il existe D et D' diagonales telles que MP égale P fois D et NP égale P fois D'. Alors on a alpha M plus N multiplié par P, c'est égal à alpha MP plus NP, qui est égal à alpha MP c'est PD, plus NB c'est PD'. Donc ceci implique que alpha D plus D'. Ça c'est, on peut l'écrire, c'est D secondes. Ça c'est une matrice diagonale. Donc, alpha M plus N appartient à delta, donc delta est un sous-espace vectoriel. Maintenant, montrons que delta c'est égal à vec de GS. Alors, on a déjà GS appartenant à delta.
Pourquoi? Car d'après la question précédente, P-1, la partie 1 fois P égale D, diagonale, et P-1 fois S fois P égale D', diagonale. Donc, vecteur de G et S est inclus dans delta. Maintenant, on a delta est inférieur ou égal à, est inclus dans K3. Donc, la dimension de delta, c'est inférieur ou égal à 3. Alors, si la dimension de delta égale 3, alors, normalement, puisque delta c'est inclus dans K indice 3, et K indice 3 il est de dimension 3 puisqu'il a admis une base formée de 3 vecteurs, donc delta c'est égal à K3. Et comme delta est égal à K3, et comme A est dans K3, alors, excusez matrice magique, de trace nulle, alors A, ça sera dans delta. D'où il existe des diagonales telles que A égale P-1 fois D fois P. Ça veut dire que, c'est-à-dire adiagonalisable. Adiagonalisable, ce qui est absurde. Donc, A diagonalisable. Absurde. Et comme c'est absurde, donc la dimension de delta, c'est inférieur ou égal à 2. Donc la dimension de delta, c'est inférieur ou égal à 2. Or, on a montré que vecteur de S, alors vecteur de G et S, est inférieur, donc normalement c'est inclus dans delta. D'où la dimension de ça c'est 2. Le vecteur de G et S est inférieur à la dimension de delta. Ça c'est 2, inférieur ou égal à la dimension de delta, mais on a montré que dimension de delta c'est inférieur ou égal à 2. Donc, dimension de delta c'est égal à 2. Comme on a ça, on a vecteur de G et S inclus dans delta, et ils ont même dimension, donc on a l'égalité. Donc on peut écrire ici, d'où delta, donc delta c'est égal à vecteur de G de X. Voilà, c'est la fin de ce corrigé. Merci pour votre attention et au revoir.